Donc ici, un exemple sur orthogonalité. Donc on va faire un petit exemple basique dans R2, R3. Ensuite, on peut faire un petit exemple avec des fonctions, histoire de voir ce que ça peut vouloir dire, donc avec le produit scalaire usuel. Et ensuite, on va pouvoir faire des petits exemples, peut-être un peu plus improvisés, avec un produit scalaire un peu tarbiscoté, juste histoire de voir un point important qu'on écrira en morale, on va dire. La notion d'orthogonalité ici, vu que c'est pas géométrique, c'est uniquement lié au produit scalaire, ça va dépendre du produit scalaire qu'on s'est fixé. Donc on l'a déjà vu un petit peu, par exemple sur R3, on avait fait un exercice, un produit scalaire un peu tarabiscoté. Il y a le produit scalaire usuel, il y a tout un tas, une infinité d'autres produits scalaires, et donc des vecteurs orthogonaux pour un produit scalaire peuvent ne pas être orthogonaux pour l'autre produit scalaire. Donc faut faire très attention. Est-ce qu'on peut faire la même chose qu'avec le produit scalaire, mais avec le produit vectoriel? Je comprends pas bien la question comme ça telle quelle. Faut préciser un tout petit peu. Caractérisation d'espace. Alors on va avoir donc il y a une notion d'espace orthogonaux qu'on a vu rapidement en définition. On va faire un petit exemple là-dessus. Et tous les autres propres. Je comprends pas bien la question. Alors, et toutes les autres propriétés. Alors, le produit scalaire va servir à déterminer des espaces orthogonaux. On appelle ça comme ça. Donc effectivement, on va beaucoup s'en servir. Là, très vite, une petite propriété juste après. Mais ce sera assez simple. Hein. Ce sera pas trop méchant. Alors, je lance le tableau blanc. Donc là, c'est bon. Ah oui, la petite démo. Autant pour moi. Merci, merci. Ça prend 2 secondes, hein, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Cette petite démo qui restait. Alors, démonstration 4. Point d'égalité triangulaire. Donc, l'énoncé, donc petit rappel. L'inégalité principale, on va dire, c'est celle qui est là. La norme de la somme est majorée par la somme des normes. Donc attention, c'est bien inférieur ou égal, donc il n'y a pas d'égalité du tout a priori. Et l'autre côté, c'est la version différence. En pratique, elle est quand même beaucoup moins utilisée, mais bon, il faut quand même la repérer pour les rares fois où ça sert. Et le cas d'égalité en dessous, alors on va pas le détailler lui, c'est très très proche de ce qui est au-dessus. On a égalité, la norme de la somme est égale à la somme des normes, si et seulement si les deux vecteurs sont collinaires avec, petite subtilité, un coefficient de collinarité positif. Alors ça, n'hésitez pas à faire un petit dessin pour la situation, pour voir ce qui se passe, c'est pas méchant du tout. Donc nous, démo 4, inégalité. Tac, tac, ici. Alors, hop, hop. Pif, paf, pouf. Alors ici, on va en fait calculer. Alors, non pas la norme de chaque côté, mais la norme au carré. Donc, premier point, la norme de x plus y au carré, c'est égal à, donc, identité remarquable qu'on a déjà vu, la norme de x au carré, plus la norme de y au carré, plus 2 fois le produit scalaire de x avec y. Donc ça, c'est CF, propriété, alors c'est les identités de polarisation, c'est proposition 2. Donc CF, propriété 2. Voilà, ça c'est fait. Deuxième point, de l'autre côté, on a la somme des normes. On va la mettre au carré. On va donc se retrouver avec, alors là c'est là, attention, c'est tout bêtement du A plus B au carré. Hein. Vu que c'est une vraie identité marquable, type collège quoi. Donc là c'est A plus B, le tout au carré. Conséquence, on va se retrouver avec la norme au carré, de petit x, la norme de y au carré, et ici, le double produit mais classique, le 2AB, donc 2 fois norme de x, norme de y. Conséquence, là-dedans, les deux morceaux au milieu, bien sûr, hop, hop,
hop, hop, ils sont égaux. La seule chose qui va avoir une influence, c'est ce qui est à côté, le x scalaire y, par rapport aux normes de x sur la norme de y. Mais du côté droit, donc or par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, par l'inégalité hop, de Cauchy-Schwarz, x scalaire y est majoré par norme de x, norme de y. En début d'année, on l'a démontré. Alors, attention, en début d'année, on a fait l'inégalité triangulaire pour des complexes z et z'. Donc c'est beaucoup plus limité. Là, on est dans un espace euclidien. Ça veut dire un espace vectoriel quelconque avec un produit scalaire. Donc ici, c'est beaucoup plus général parce qu'on peut avoir des complexes. Après tout, C, c'est un espace vectoriel. Alors le petit piège, c'est qu'il faut le voir comme R espace vectoriel. Mais bon, ça c'est un détail. Là, on peut avoir des polynômes, des matrices, des fonctions. C'est beaucoup plus général. Attention. Il manque... Hop, j'ai oublié une lettre ici. Schwarz. Donc, par inégalité de Schwarz, le produit scalaire est plus petit que le produit des normes. Donc, la norme de x plus y au carré est plus petite que la norme de x plus la norme de y, le tout au carré. C'est-à-dire, vu qu'ici tout est positif, la norme de x plus y est plus petite que la norme de x plus la norme de y. Donc ça, hop, ça tombe relativement facilement. On met au carré de chaque côté, on compare et ça marche. Est-ce que là-dessus, on est bon? Pas de souci. Alors, on va donc enchaîner. Je mets le PDF un petit peu plus grand sur nos petits exemples. Alors pour les exemples en dessous, donc ça c'est bon. Alors, on va illustrer unitaires, orthogonaux, sur des exemples très simples. Ensuite, on va regarder la notion de orthogonale à un sous-espace. Alors, la notion de orthogonale d'un sous-espace, on va un tout petit peu l'étudier après avec la propriété qui est en dessous. Donc on va pas forcément faire d'exemple tout de suite là-dessus. Pour des familles de vecteurs orthogonales ou orthonormales, bon ça, une fois qu'on aura vu sur l'orthogonalité, ce sera assez classique, quoi. Alors, on va s'arrêter du coup l'heure prévue à un pouillème près, quoi, un chouïa près. Donc on sait donc encore un petit quart d'heure, 20 minutes et ce sera bon, quoi. On met pas les valeurs absolues. Quelle valeur absolue? Alors, l'autre inégalité à gauche. Alors, l'autre inégalité à gauche, c'est juste une petite bidouille. C'est pas lié à la définition des normes, c'est lié à la définition de valeur absolue. Honnêtement, elle se fait à la main. Elle se fait à la main en 2 lignes, c'est pas du tout essentiel. Alors, l'histoire de valeur absolue, par contre, j'ai pas compris ce que vous voulez dire ici. Ah, pour Cauchy-Schwarz. Alors, en fait, ici, pour la démonstration, ce qu'on a, nous, devant les yeux, c'est juste le produit scalaire tout seul. Comme par Cauchy-Schwarz, c'est vrai avec les valeurs absolues. En particulier, c'est vrai sans les valeurs absolues. Donc si vous voulez, je pourrais compléter de la manière suivante en disant par Cauchy-Schwarz, on a valeur absolue du produit scalaire. Donc je remets le tableau un petit peu plus grand. On a valeur absolue du produit scalaire majoré qui est plus petite que le produit des normes. Mais ça c'est vrai en général. Le produit scalaire tout court, il est encore plus petit. Donc, ça change rien. Ça change rien du tout. Alors, page suivante et exemple sur orthogonalité. Orthogonalité. Alors,
premier point qui est intéressant, c'est sur la notion de vecteur normé. Alors, si on regarde le produit scalaire usuel, donc là c'est vraiment un exemple complètement neuneux, mais bon c'est juste pour illustrer. Dans E égale, je sais pas, on va dire R3 par exemple, avec produit scalaire usuel, produit scalaire usuel, bah, le vecteur grand X égale, alors il faut que je mette quoi pour que ça tombe bien? Il faut que je mette des 1 sur racine de 3. Donc si on prend un vecteur grand X égale 3 fois avec les 3 coordonnées 1 sur racine de 3, il est normé. Alors il est normé unitaire, de toute façon c'est la même chose ces deux-là, car si on calcule la norme de x au carré, bah ça fait, bon là c'est complètement neuneux, 3 fois 1 sur racine de 3 au carré égale 1. Bon voilà. Petit truc rigolo. Petit truc rigolo. Si on se place dans un espace euclidien, pardon, pas euclidien, mais dans un espace avec un produit scalaire, des fonctions continues. Et on va se placer, qu'est-ce qu'on fera comme genre de truc assez bateau? Par exemple sur l'intervalle -1, 1. Et encore une fois, produit scalaire usuel. Alors, petit rappel, le produit scalaire usuel sur l'espace des fonctions continues, c'est celui défini par intégrale de fg entre a et b. Si on calcule, si on considère la fonction constante égale à 1, alors je la note un peu comme ça, une espèce de 1 double barre, et je précise entre parenthèses, fonction constante égale à 1. Et si on calcule sa norme, donc la norme de f, alors on va la mettre au carré pour l'instant, comme ça on n'a pas à se prendre la racine, c'est censé être égal à quoi? À l'intégrale de -1 à 1, parce qu'on prend les bornes de l'intervalle, de f au carré de t dt, c'est-à-dire de 1 au carré dt. On applique la définition. On se retrouve à intégrer 1 entre -1 et 1, conséquence, ça fait 2. Autrement dit, donc je vous l'écris volontairement comme ça, parce que des fois c'est le genre de choses qui peut arriver. La norme de 1, c'est racine de 2. Alors le 1 doublé, c'est a. Alors c'est vrai que on l'utilise aussi pour la fonction indicatrice. Du coup, si ça vous perturbe, je vais enlever la double barre. Mais comme ça, ce sera encore plus frappant. Donc ici, avec un abus de notation, mais qui est assez classique, si on pose f égale 1, la fonction constante égale à 1, la norme de f au carré, c'est 2. Conséquence, la norme de 1 est différente de 1. Donc attention, ça c'est un truc classique. Avec les polynômes aussi, ça se rend compte, c'est encore plus flagrant. Lorsqu'on aura mis des produits scalaires sur les polynômes, le polynôme constant égal à 1, sa norme n'a pas de raison d'être 1. Donc attention, attention, suivant les produits scalaires utilisés, il peut se passer des choses bizarres. Donc la norme de 1 n'est pas forcément 1. Alors, effectivement, c'est lié au A et B. Si on avait placé A et B avec 0, 1, là ça aurait été bon. Dans la conclusion, c'est pas plutôt norme de f. Oui, mais volontairement, justement. Je l'écris comme ça parce qu'on va y être confronté assez vite en exercice. On va être amené à écrire norme de 1. Parce que le chiffre 1 désigne aussi la fonction constante égale à 1 et peut aussi désigner le polynôme constant égal à 1. Donc ça arrive qu'on utilise. Donc on sera amené à écrire norme de 1, mais pour autant, la norme de 1 n'est pas forcément égale à 1. Donc c'est volontaire que j'écris comme ça. C'est pour que ce soit encore plus frappant, on va dire. Donc ça, c'est sur unitaire. Sur orthogonalité, un tout petit peu plus précisément. Alors, j'attends 5 secondes et je change de page.
Alors, page suivante. Des vecteurs orthogonaux. Alors, si on se place, encore une fois, dans R3 usuel. Zut. Alors, si on prend grand X égale, alors il faut juste que je mette les bons chiffres, si je mets, on va pas se casser la tête, X égale 1, 1, 1, et grand Y égale, alors il faut mettre un 1 ici, un moins 1 ici, un 0 ici par exemple, donc X et Y définis comme ceci, sont orthogonaux. Car, je vais plutôt mettre, si on calcule X scalaire Y, avec la formule du produit scalaire usuel, on va se retrouver avec, alors moi je l'écris vraiment 1 fois 1, plus les coordonnées, les deuxièmes coordonnées 1 fois moins 1, plus 1 fois 0, et si je ne me suis pas loupé, ça fait 0. Donc ils sont orthogonaux. Comme c'est le produit scalaire usuel, ça correspond au sens classique de l'orthogonalité. Mais, si par exemple, on utilise le produit scalaire de l'exercice qu'on avait fait ensemble, alors je vais vous le réafficher juste à côté, de l'exercice, où il était, de l'exercice 1. Je vous l'ai remis juste à côté à gauche. Non, zut, j'ai loupé. Tac, tac, avec le produit scalaire de l'exercice 1. J'espère que j'ai pas choisi mes chiffres. Enfin, j'espère que par malchance, le produit scalaire sera bien différent de 0, parce que bien sûr, c'est mon but. Alors, si on reprend le produit scalaire de l'époque, donc c'était quoi? Il y avait x plus y scalaire x' plus y'. Donc on est censé avoir 1 plus 1 multiplié par 1 plus moins 1. On avait ensuite le x moins y moins z. Alors x moins y moins z, ça fait 1 moins 1 moins 1, multiplié par l'autre x' moins y' moins z', 1 plus 1 moins 0. Et il y avait aussi le 2zz', c'est-à-dire plus 2 fois 1 fois 0. Donc ce truc-là, alors là, le deuxième terme, ça fait 0. On a 2 fois 0, ça fait 0. Là, ça fait 0 aussi. Et là, ça fait moins 2, si je ne me suis pas loupé. Donc, morale, ce qu'il faut retenir ici. Deux vecteurs peuvent être orthogonaux pour un produit scalaire, mais pas pour un autre. Ou plus joliment dit, l'orthogonalité dépend du produit scalaire choisi. Je vais l'écrire comme ça en dessous. Hop, je le remets juste. Voilà. Est-ce que je peux mettre tout ça en rouge assez facilement? Pouf. Pouf. Voilà. Alors, sans faute d'orthographe, ce sera mieux. Est-ce que on est bon là-dessus?
Est-ce qu'on peut dire qu'il existe forcément un produit scalaire pour que deux vecteurs soient orthogonaux? Je voulais dire, je pense. Alors, question posée. La première question posée, on choisit lequel alors? Alors, on choisit lequel, ça dépend de l'énoncé. Si vous suivez l'énoncé, c'est tout. Et si en cours d'énoncé, il y a un changement de produit scalaire, il faut faire gaffe. Alors, en pratique, c'est rare parce que sinon c'est un coup à piéger tout le monde, mais a priori, c'est pas interdit. Ensuite, est-ce qu'on peut dire qu'il existe forcément un produit scalaire pour que les deux vecteurs soient orthogonaux? Oui. Alors après, l'explicité ne sera pas forcément instantanée, mais on peut toujours s'arranger, oui. Alors dans R3, on pourra le calculer, on peut toujours jouer sur des coefficients. Après, dans les espaces plus généraux, c'est peut-être moins trivial, mais ça se fait. Est-ce qu'on est bon là-dessus? Alors en physique, si on pose des questions de physique maintenant, on travaille dans un plan où le point. Alors en fait, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'en physique, en général, vous êtes dans le plan classique, dans l'espace classique. C'est R2, R3 hein, en vrai. Donc, la notion d'orthogonalité qui existe, le produit scalaire usuel, il est fait en sorte que la notion d'orthogonalité corresponde à l'orthogonalité géométrique. Donc, c'est pas le même état d'esprit. Après, bon là c'est... Je pipote un petit peu, mais je crois bien qu'il y a des situations où, par exemple, pour tenir compte de certains phénomènes, on change un petit peu les mesures, on change les distances, on change le produit scalaire, on change pour tenir compte de certains paramètres. Donc ça, je sais pas, j'ai vu des trucs comme ça de vulgarisation scientifique où, par exemple, pour tenir compte de la gravité, on faisait comme si l'espace était entre guillemets courbé. Bon, ça c'est du blabla, mais je crois que ça existe. Alors, on revient à nos exemples. Donc ça, c'est bon. Ensuite, notion d'orthogonalité. Je remets un tout petit peu la partie court cette fois-ci. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Alors, orthogonal à un sous-espace. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Donc page suivante. Alors, si, on va pas faire compliqué, on va encore se placer dans R3. Avec le produit scalaire usuel. Alors, on peut considérer P. Non, c'est pas ça que je voulais. Le plan d'équation z égale 0. Ça veut dire, donc, graphiquement, vous imaginez votre repère, vous prenez z égale 0, ça fait un plan horizontal. On peut se demander si un vecteur donné est orthogonal à ce plan ou pas. Alors, on a P. Alors, les vecteurs de P, vu que z est égal à 0, ce sont ceux de la forme x, y, 0 avec x et y dans R2. Donc là, vu que c'est un exemple simple, c'est instantané de décrire les éléments du plan. Maintenant, si on se fixe un vecteur de R3, on va dire, la définition c'est celle qui est marquée à gauche, qu'il est orthogonal à P au plan s'il est orthogonal à tous les vecteurs du plan. Donc ici, le vecteur, alors je vais l'appeler comment, U, tiens, pourquoi pas, de coordonnées, alors il faut juste, par exemple, si on met ça, ça et ça, donc c'est un vecteur tout simple, de coordonnées 0, 0, 1, vérifie, donc attention, pour tout grand X appartenant à P, U scalaire X égale 0. J'insiste bien sur ici ce pour tout X dans P. C'est très moche ce que j'ai fait. Voilà, ça suffira. Donc, par définition, U est orthogonal au plan tout entier. Alors,
graphiquement, bien sûr, c'est facile à imaginer, hein. Si je vous fais un petit dessin à côté, alors il faut faire un truc vaguement en perspective, mais voilà. Vous imaginez que là, vous avez votre plan d'équation z égale 0. Le vecteur de coordonnées 0, 0, 1, comment est-ce qu'il va se placer? Bah, typiquement, il va être, alors il faut imaginer qu'on est un peu en perspective, mais il va pointer verticalement vers le haut, et donc il sera bien orthogonal à tous les vecteurs du plan. Donc si je représente à côté, comme ceci, donc là, c'est grand X appartenant à P, donc grand X égale x, y, 0, un vecteur générique. Ici, verticalement, c'est notre vecteur U, 0, 0, 1. Et donc, il est orthogonal à tous les éléments grand X du plan. Donc, il est orthogonal au plan. Alors, la notation avec le point entre les deux vecteurs, elle est réservée. Non. Là, rappelez-vous, pour produit scalaire, en gros, on peut le noter de plein de manières différentes. Alors, en général, le point, est-ce que je mettrai un point de temps en temps? De temps en temps, on mettra des points. Donc non, il n'y a rien de réservé du tout. Le repère x, y n'est pas forcément orthogonal. Alors là, ici, on est dans R3 avec le produit scalaire usuel. C'est pour cet exemple. Donc, ça correspond à la notion d'orthogonalité classique, hein. Alors, sinon, effectivement, il y aurait les mêmes remarques qu'auparavant. Si vous mettez un produit scalaire tarabiscoté, là, par contre, il faut tout vérifier. Donc, ici, alors, petite remarque. Est-ce que je l'ai dit tout de suite? Ouais, je vous l'ai dit juste à l'oral. En pratique, je pense que vous vous en doutez, pour dire qu'un vecteur est orthogonal à ce plan, en vrai, on n'aura pas besoin de tester avec tous les grands X. Il suffirait de tester avec le vecteur I de coordonnées 1, 0, 0 et le vecteur J de coordonnées 0, 1, 0. Donc là, typiquement, c'est une propriété qu'on verra du coup lundi. Si on a un espace avec une famille génératrice, on n'aura pas besoin de tout vérifier. On pourra faire beaucoup plus simple. Dernier petit exemple, parce que du coup niveau temps, on a déjà dépassé de 5 minutes. Alors là, c'est pas la peine, là c'est pas la peine, là c'est pas la peine. Par rapport à ce que j'avais prévu, on va juste faire ces petits trucs là, puis après ce sera bon. Alors, l'orthogonale de 0 et l'orthogonale de grand E. Alors, je mets une petite page en plus. Alors, ça c'est un petit truc classique, il faut le savoir. L'orthogonale de 0E, qu'est-ce que c'est? Donc, définition. Petit x appartenant à E est orthogonal à au singleton 0e, si et seulement si, vu qu'il n'y a qu'un seul vecteur dans l'histoire, x scalaire le vecteur nul est égal à 0. Mais, bien sûr, là c'est instantané, x scalaire le vecteur nul, c'est toujours égal à 0. Conséquence, quels sont les vecteurs petit x qu'on va autoriser? Tous, sans exception. Conclusion, donc un petit truc à retenir. Donc là, c'est vrai en général, hein. Là, on est, je ne l'ai pas précisé, pardon. On est dans grand E quelconque avec un produit scalaire quelconque aussi. Donc, conclusion, 0E, le tout orthogonal, donc l'ensemble orthogonal au singleton vecteur nul, c'est toujours grand E tout entier. Et dans le même genre, j'enchaîne directement,
l'orthogonale de grand E, qu'est-ce que c'est? Donc pareil, on traduit. Donc petit x appartient à E orthogonal. C'est équivalent à dire que pour tout autre vecteur, pour tout vecteur de grand E, x est orthogonal à ce vecteur. Donc pour tout y dans grand E, virgule, x scalaire y égale 0. Donc ça, définition de grand E orthogonal. Ensuite, on se pose la question, qu'est-ce que ça signifie sur petit x? En fait, il va se passer un truc tout simple. Ici, je vous donne tout de suite l'astuce. Vu que c'est censé être vrai pour tous les vecteurs, sans exception, de grand E. On peut en particulier dire c'est censé être vrai pour y égale x. Donc, en particulier, virgule, pour y égale x, on doit avoir quoi? X scalaire x égale 0. Mais x scalaire x égale 0, qu'est-ce que ça signifie sur petit x? Voilà. Alors, si vraiment vous voulez le faire apparaître différemment, vous pouvez écrire ça en dessous. X scalaire x, c'est égal à la norme de x au carré. Donc, alors vous savez normalement que le scalaire est défini positif. Donc x carré égale 0, ça implique x égale 0. Mais si ça vous aide de l'interpréter comme une norme, aucun souci. Donc, non, c'est pas bonne couleur. Petit x, c'est le vecteur nul obligatoirement. Conséquence, si petit x est dans E orthogonal, il est égal au vecteur nul. Réciproquement, on va le dire juste, le vecteur nul, il est orthogonal à tout le monde. Réciproquement, 0E appartient à E orthogonal. Conclusion, donc là, je vais glisser en bas à droite. Grand E orthogonal, c'est égal à 0. Donc ces deux petits trucs-là à retenir, on va l'utiliser de temps en temps. Est-ce qu'on est bon sur ces quelques exemples? Est-ce qu'on a toujours ce lien? Alors là, c'est tout ça, c'est général. Hein. Donc là, tout ce qui est ici, c'est vrai dans n'importe quel espace vectoriel grand E. Avec un espace euclidien comme vous voulez. Alors, si A orthogonal à B, alors B orthogonal à A. Oula, alors attention. Alors là, c'est pas si simple. Alors déjà, on va pas trop parler de... Alors, on va pas trop dire qu'un espace est orthogonal à un vecteur. Je sais qu'on pourrait se dire que c'est juste échanger deux mots, mais on va plutôt garder dans le sens un vecteur donné est orthogonal à un espace. Du coup, si on respecte cette convention, bah votre question, elle n'a plus lieu d'être. Alors, vous allez noter, s'il vous plaît, pour, du coup, lundi. Alors, au niveau exercice, alors ça, c'était fait. Alors, celui-ci, on peut peut-être attendre sur les matrices. Donc, il y a sur Cauchy-Schwarz, alors le 3 et le 4. Alors, est-ce que je vous mets tout? Je vais pas tout vous mettre, parce qu'après, ça fait un peu. Il y a beaucoup de répétitions.
Vous pouvez commencer, juste histoire de voir le principe, par le 3A. Ensuite, qu'est-ce qui m'intéressait aussi? Là, on fait des petits bouts, mais c'est pas grave, c'est pour mettre en place. Le 7A et le 9A. Donc c'est sur trois notions différentes. Donc 3A, Cauchy-Schwarz, 7A, orthogonalité, 9A, espace euclidien, montrer qu'on a un produit scalaire. C'est juste pour manipuler un petit peu les notions qu'on a vues sur des choses assez directes. C'est pas forcément trivial. C'est pas forcément trivial, il peut y avoir des calculs à faire, des raisonnements à poser un petit peu, mais par rapport aux nouvelles notions, il n'y a pas de choses particulières. Alors le 4, le 4, on sera amené à le faire, mais pas tout de suite. Alors après, typiquement le 3, si vous voulez en faire un peu plus, vous pouvez commencer à regarder. On fera sûrement des corrections au fur et à mesure. Le 9, de toute façon, ne vous inquiétez pas, le B, on le fera forcément, parce que c'est l'ultra classique. Donc 3A, 7A, 9A, c'est déjà largement suffisant. Est-ce qu'il y a des questions de dernière minute? Alors, question, j'écoute, enfin je lis plutôt. C'est sur les produits vectoriels. Alors, ce qu'on peut faire, parce que là, c'est pas forcément une question assez particulière, on y revient juste après, là, je vous rejoins dans un chat Discord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? C'est tout bon? Ok. Bon, bah, je vous laisse là du coup. Alors, lundi, exercice à faire et je vous dis un bon week-end.